Je suis du Comité national ITE Sénégal. C'est pour nous un plaisir de vous accueillir ici au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio et nous vous réitérons nos vœux de bienvenue au Sénégal. Nous allons vous présenter l'événement partenaire du Sénégal. Et il y aura deux panels. Le premier panel sera modéré par M. Cheikh Tidiane Touré, premier secrétaire permanent du Comité national ITE. Et le second panel sera modéré par Dr Fatima Diallo, qui est membre du Conseil mondial de Publier ce que vous payez et coordonnateur technique de la coalition Publier ce que vous payez Sénégal. Monsieur Touré, avant que vous démarriez votre premier panel, le Comité national ITE voudrait vous inviter à suivre une vidéo de capitalisation. Régie, si c'est disponible. Merci. C'est en 2011, en revenant d'une activité qui s'était déroulée à Genève, qui est le forum intergouvernemental sur les mines, les métaux et le développement durable, que l'ancien directeur des mines, qui était le docteur Moussa Silla, m'a demandé de lui proposer une note sur l'adhésion du Sénégal à cette initiative, parce que l'objet de cette conférence était justement de parler de l'initiative. Le Sénégal a manifesté carrément son adhésion lors de la conférence mondiale qui s'est tenue en octobre 2013 à Abidjan. C'est en octobre 2013 que son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a fait adhérer notre pays à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et l'objectif qu'il m'avait assigné, c'était de faire en sorte que le Sénégal soit un exemple de transparence. C'était de faire en sorte que d'abord le système soit inclusif. C'est pour ça qu'on a fait l'ITIE avec un comité multipartite dans lequel était représenté le gouvernement à travers ses administrations, mais aussi les compagnies minières, pétrolières et gazières, mais aussi surtout la société civile. Et on a pu, dans le cadre d'un GMP, un groupe multipartite, prendre en charge les questions de transparence. J'ai fait 6 ans ou 7 ans au niveau du comité national ITE. Nous n'avons jamais procédé à des votes. Pourtant, les textes le permettaient, mais c'était toujours des consensus forts. Il n'y a jamais eu de compromission. Bon, pour les deux validations aussi, je peux dire que c'est l'œuvre collective, c'est l'œuvre de co-construction, c'est la complémentarité, c'est la synergie, c'est l'engagement de toutes les parties prenantes qui nous a valu en 2018 d'avoir le statut de premier pays africain et 4e au niveau mondial. Et le président de la République s'est employé à mettre en œuvre des réformes pour que les ressources naturelles soient exploitées dans l'intérêt du Sénégal et du peuple sénégalais. C'est ainsi qu'il y a eu la Constitution de 2016, où on a affirmé la nécessité d'exploiter les ressources naturelles au profit du peuple et que ces ressources n'appartiennent plus à l'État mais au peuple sénégalais. On a fait aussi beaucoup de réformes, notamment une nouvelle loi minière, un nouveau code minier, un nouveau code pétrolier, un nouveau code gazier. On a aussi fait beaucoup d'efforts dans l'établissement d'une infrastructure pour un bon écosystème pétrolier. C'est ainsi qu'on a fait, outre le nouveau code pétrolier et gazier, on a fait aussi la loi sur la répartition des ressources, des revenus, issus notamment du secteur pétrolier. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que grâce à l'ITIE, on a la publication de toutes les informations sur le portail. On a un portail pour le cadastre minier, on a des informations, quelles sont les zones qui sont exploitées. On a aussi un groupe multipartite qui est fort et surtout, on a la présence des femmes qui sont représentées dans ce groupe. Et donc, les données sont désagrégées, tout le monde peut y accéder, il n'y a pas de tabou dans le secteur. Et ça, c'est un réconfort. C'est un réconfort et l'ITIE Sénégal est cité en exemple ailleurs. L'ITIE a permis maintenant à la majorité des Sénégalais de se prononcer sur des questions liées à l'exploitation des ressources extractives. Donc ce débat informé à partir des excellents rapports produits par le Comité national ITIE qui donne beaucoup d'informations sur le secteur des hydrocarbures, sur celui des mines, les informations à partir desquelles les Sénégalais véritablement comprennent comment ce secteur est géré. ngeen liggéey ba pare mënoon envoyer seen rapport mënoon ko publier dans les médias ku bëgg nga dem vers l'information mais vous ne vous contentez pas de ça ngeen jóg déplacer wër les régions fekk si les populations mais loolu je crois que ñëpp loolu la ñu waroon def structure yëpp
loolu la ñu waroon def. Nous sommes contents que l'UTE organise cette rencontre qui nous a permis d'extérioriser et de montrer vis-à-vis de ces sociétés minières que nous ne sommes pas en phase avec leur politique d'achat local. Et min kettima UTE kadi koɓe kaali ko amin jogui hen weltare no feewi par ce que goto foof ma janggo hen ko heewi sa watte hen hakkille mum ma janggo hen ko heewi. Permettez-moi de rendre hommage vraiment au comité national sénégalais de l'ITIE. Un comité qui est donc formé d'un groupe multipartite avec la société civile, le gouvernement, les institutions, mais également le secteur privé. Ils ont tous travaillé avec acharnement, je peux dire, pour que nous puissions avoir les résultats que le Sénégal a aujourd'hui. Je n'oublierai pas non plus son Excellence le Président Macky Sall, qui a accompagné notre processus depuis le début et qui a été à l'origine de plusieurs réformes, mais également peut-être de tous ces résultats que le Sénégal a aujourd'hui. L'ITIE est un formidable outil représentatif et inclusif, participatif, exceptionnel, enrichissant, co-constructif sur la transparence et la bonne gouvernance du secteur des ressources extractives. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme vous le constatez, l'ITIE au Sénégal, le Sénégal a eu un engagement politique particulièrement fort qui constitue un des facteurs de succès. Mais nous avons également la chance ici, dans ce panel, d'avoir justement les acteurs qui ont été les véritables artisans de tout ce processus. Et nous allons leur passer la parole. Au préalable, je voudrais justement, en ma qualité d'ancien secrétaire permanent, rappeler juste 2 ou 3 choses. C'est qu'en fait, le Sénégal a adhéré à l'ITIE en 2013, au moment même où le référentiel de l'ITIE devenait global. C'est-à-dire que c'était l'adoption de la norme, et à ce même moment-là, le Sénégal adhère à l'ITIE. Alors, nous avons eu la chance d'avoir un engagement de qualité à un niveau très élevé, mais on se souvient que dès qu'on a publié le premier rapport ITIE du Sénégal, on s'est rendu compte que la seule volonté politique ne suffisait pas. Il y avait un plus à apporter. Et justement, pour vous en parler, je voudrais peut-être inviter M. Abdoulaziz Diop de la société civile pour nous parler un peu de sa perspective des 10 ans de mise en œuvre de l'ITIE. Quels ont été véritablement les défis et comment est-ce que, d'après vous, quels sont les messages clés que vous pourriez partager avec notre auditoire? Merci beaucoup, monsieur le modérateur, notre frère et ami Cheikh Ahmed Tidiane Touré, premier secrétaire permanent du Comité national ITIE Sénégal. Monsieur le modérateur, permettez-moi à l'entame de mon propos de saluer au plus haut niveau l'engagement fort de l'État du Sénégal à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait adhérer le Sénégal à l'ITIE en 2013. Saluer aussi les 3 présidents qui se sont succédés, le professeur Ismaël Madior Fall, le ministre Mankeur Ndiaye, la présidente Eva Marie-Coll Seck. Saluer aussi les 2 secrétaires permanents, je vous dis le top management, la présidente et le secrétaire, vous-même, en tant que premier secrétaire, et Madame Mariem Tchaou Diawara, mais saluer aussi l'ensemble des membres du comité national, anciens comme nouveaux, GMP, secrétariat. Je dis c'est une bonne alchimie. Nous avons au niveau du groupe multipartite et du comité national une bonne alchimie d'hommes et de femmes qui ont une expérience et une sagesse avérée, mais de jeunes aussi qui ont des compétences avérées et un dynamisme. Et cette synergie a permis au Sénégal d'avoir tous ces résultats. Permettez-moi aussi de rendre un hommage à titre posthume à notre Peter Aïgue
Aïgen national, Feu Mohamed Mbouch, qui a été chantre de la bonne gouvernance, qui a été un artisan aussi de la transparence. Salut aussi Ibrahim Souri Diallo, qui a mis en place la première coalition sénégalaise en 2011, et notre premier extrait, c'était l'adhésion du Sénégal à l'ITIE suite à une campagne. Demba Seydi aussi, coordonnateur Afrique, mais tous les PTF aussi qui nous ont accompagnés, Oxfam, Oziwa, Fondation Ford, USAID, Energia, tous ces structures qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné la société civile aujourd'hui, qui est partie prenante. Comme vous l'avez dit, 10 ans d'expérience, de capitalisation. Beaucoup de choses ont été faites, mais je vais prendre seulement quelques points saillants. Le premier point, c'est que l'ITIE a permis de pacifier le débat public et l'espace public. Avant l'adhésion du Sénégal à l'ITIE, aucun Sénégalais ne disposait d'informations fiables et exhaustives sur toute la chaîne de valeur du secteur extractif. C'est à partir de 2014, à travers les rapports ITIE, que les Sénégalais disposent d'informations fiables, exhaustives, simplifiées, compréhensibles et même certifiées par la Cour des comptes, ce qui est une innovation au niveau du Sénégal. Nous avons aussi un autre point extrêmement important, c'est l'exigence 7.1, qui a été dépassée lors des 2 validations, en 2018 et en 2021. En 2018, cette exigence a été dépassée, c'est le débat public. En 2021 aussi, nous avions dépassé cette exigence. Sur les 28 exigences, les 7 ont été dépassées, les 20 pleinement respectées, une en partie respectée pour le Sénégal, ce qui nous a valu ce score de 93 points sur 100. Mais au Sénégal aussi, nous avons la chance d'avoir un débat public informé et des réformes qui ont précédé l'exploitation de ces hydrocarbures. Mais autre innovation, c'est les semaines ITIE. Et ça, nous saluons cette innovation de Madame la Présidente Eva-Marie Corsec, qui en venant a su innover avec des semaines ITIE où le Comité national se déplace dans les principales régions du Sénégal, non seulement pour montrer le caractère national de ces ressources conformément à la Constitution de 2016, mais aussi pour mieux faire une jonction entre les élites et les masses, les communautés à qui appartiennent ces richesses. Ça a été une innovation. Mais l'autre élément important qui me semble que l'ITIE a permis, c'est les contrats. En 2016, quand il y a eu un débat sur la publication des contrats, le Comité national s'est autosaisi de cette question. Et l'ensemble des parties prenantes, la Chambre des mines, l'État du Sénégal, se sont réunis parce que dans l'ancien code minier, il y avait l'article 66 qui garantissait les clauses de confidentialité. Mais suite à cet accord, à cette complicité, à cette volonté commune, cet engagement commun, ces clauses de confidentialité ont été levées. Et dans les nouveaux codes miniers comme pétroliers, il n'y a plus de clause de confidentialité. Les contrats sont rendus publics. Mieux, l'ITIE a été institutionnalisé dans nos différents codes, ce qui fait que tout régime qui viendra, l'ITIE sera là pour de bon. Ça a été aussi un élément extrêmement important. Les contrats sont rendus publics, mais mieux, la société civile a pu faire une lecture, une revue critique de 34 conventions minières et pétrolières et gazières, revue critique, objective et constructive à la fois. Et suite à cette revue, il y a une grille simplifiée d'analyse des contrats pour les citoyens sénégalais. Ça a permis aussi au Sénégal vraiment d'avoir une avancée majeure. Un élément aussi important, c'est qu'en 2016, la publication des contrats était encouragée par la norme ITIE 2016. Elle n'était pas obligatoire, mais le Sénégal l'a rendue obligatoire depuis 2016. Ce qui fait que quand la norme a été révisée en 2019, quand beaucoup de pays se conformaient à cette nouvelle exigence, le Sénégal était déjà en avance de 3 années au moins. Un élément aussi important, c'est que la société civile a pu faire des alliances stratégiques. Au-delà de la coalition Publier ce qu'au pays, qui est la fêtière, qui regroupe l'essentiel des organisations de la société civile, nous avons pu mettre en place des réseaux. Le réseau des PAPAM, personnes affectées par les opérations minières. Nous avons pu mettre en place aussi le RELOGOM, réseau des élus locaux pour la gouvernance minière, réseau aussi des parlementaires pour la gouvernance minérale, aussi réseau des journalistes avec Agistrex. Donc autant d'acteurs de la société civile avec l'État et le secteur privé qui ont pu faire des avancées très remarquables. Un élément aussi qui me semble important, en période de pandémie, en 2021, quand beaucoup de pays avaient demandé le report pour la validation, le Sénégal s'est engagé sous forme de dissémination résiliente. Ça veut dire quoi? Il fallait se conformer aux décisions des autorités sanitaires sur nous, mais aussi le Covid ne devait pas impacter
la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, la clé de voûte, c'est la transparence. La transparence, c'est l'accès à l'information. Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire? Une dissémination résiliente. Disséminer les informations contenues dans le rapport et ne pas disséminer le virus. Et ce qui a valu au Sénégal aussi d'avoir des progrès. Je vais terminer, monsieur le modérateur, sur quelques recommandations conformément au TDR que nous avions reçues pour les objectifs spécifiques, propositions d'amélioration des pistes, définir des pistes qui permettent au gouvernement de tirer meilleur profit. Et là, je voudrais faire quelques propositions ou recommandations. D'abord à l'État. Beaucoup de textes ont été mis en place, beaucoup de réformes ont été engagées, des réformes majeures, mais il faut une mise en cohérence de tous ces codes, de toutes ces lois, de tous ces textes, mais aussi une mise en cohérence de toutes les structures qui interviennent dans le secteur pour éviter d'abord les conflits de compétences, éviter les conflits d'intérêts, mais renforcer aussi les ressources au pluriel, ressources humaines, logistiques, financières, surtout des structures qui doivent assurer le suivi et le contrôle en offshore. C'est tout à fait nouveau. Je pense qu'à ce niveau aussi, l'État devrait renforcer les moyens de ces structures. Revisiter, à défaut de renégocier, certains contrats pour un rééquilibrage au profit de l'État, au profit des collectivités territoriales, mais aussi au profit des communautés riveraines impactées. Inclure aussi le comité national dans le processus de négociation et d'octroi des contrats et permis. Parce que c'est la chaîne de valeur. La chaîne de valeur ITE couvre ce premier moyen jusqu'au dernier moyen, mais l'ITE n'est pas dans cette boucle ou ce processus. Je pense que le comité national ITE aujourd'hui, qui a une certaine crédibilité, parce que c'est l'une des rares institutions qui produit des rapports qui suscitent un fort engagement, mais aussi une appropriation de toutes les populations de manière générale. Jamais les rapports ITE n'ont suscité des controverses. Au contraire, c'est une appropriation. Les gens le prennent comme un outil de plaidoyer, pour les décideurs aussi, un outil d'aide à la prise de décision. Accompagner le secteur privé national. Beaucoup de lois ont été mises en place, surtout la loi sur le contenu local, extrêmement importante, mais quand on voit les chiffres du dernier rapport ITE, sur les 1067 milliards générés par le secteur, 257 milliards seulement reviennent aux nationaux. Donc je pense qu'il faut changer de paradigme à ce niveau, inverser la tendance, mieux accompagner le secteur privé national pour capter les ressources liées au contenu local. Recommandation pour le comité national ITE, c'est de poursuivre la dynamique. Le Sénégal a eu le flambeau en 2018, premier pays africain, 4e au niveau mondial. En 2021, du moins, 93 points sur 100 encore. Pays modèle, pays de référence. 20 ans de l'ITE au niveau mondial, 10 ans au Sénégal. Je pense qu'il faut poursuivre cette dynamique avec la mise en place d'un comité ou d'une commission ad hoc, comme ça a été le cas en 2021. Saluer notre collègue Amadou Samb qui dirigeait cette commission. C'est une commission qui a pu prendre en charge toutes les mesures correctives, anticiper sur la validation. Je pense que c'est une bonne pratique, expérience à renouveler. Ensuite, pour les collectivités territoriales, l'État et les OSC, surtout l'État, monsieur le secrétaire général, l'effectivité des différents fonds, surtout les fonds miniers. Parce qu'au Sénégal, nous avons la conformité sur le plan institutionnel, réglementaire, technique, mais ce qui reste surtout, c'est la conformité en termes d'efficience, en termes d'impact, pour que toutes ces réformes soient traduites en impact réel. Merci beaucoup, Aziz. Et dernier point, je vais terminer, c'est l'utilisation efficiente de ces ressources, parce que les collectivités le demandent, la société civile. Une fois que ces ressources arrivent à bon port, que ces ressources soient utilisées exclusivement au profit du développement local. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aziz. Je voudrais encore demander au public d'applaudir Abdelaziz, qui a été un acteur particulièrement engagé dans la mise en œuvre du processus ITIE. Mais surtout, vous l'aurez remarqué, en réalité, l'une des, à mon avis, des recettes du Sénégal, c'est qu'on a une société civile qui fait dans la co-construction, qui collabore en bonne intelligence avec l'administration, avec l'État, et surtout qui a une force de proposition. Donc, vous l'aurez remarqué ici, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été formulées, ce qui, de mon point de vue, est quelque chose de particulièrement important pour un processus comme l'ITIE. Alors, vous me permettrez de ne pas suivre le protocole entre les institutionnels et... je voudrais justement poser une question à M. Ibrahima Gueye, secrétaire général du ministère des Mines. M. Gueye, on le sait, au début de la mise en œuvre de l'ITIE, le secteur des mines était en pole position. On parlait essentiellement des mines. Le secteur des hydrocarbures était encore très faible,
hein, on a parlé à peine, et on constatait qu'il y avait véritablement un certain nombre de défis et des enjeux qui avaient été exprimés clairement dans la formulation de la candidature sénégalaise. On a vu qu'il y a une montée en puissance du ministère des Mines, tant sur le plan institutionnel que sur le plan de la qualité de son système d'information. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui a été fait et qu'est-ce qui a marché d'après vous? Merci beaucoup, monsieur le modérateur, messieurs les co-panélistes, mesdames, messieurs les participants. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de représenter le ministre Oumar Sarr Empêché, ministre des Mines et de la Géologie, et de participer à cet 10e anniversaire de l'ITIE. 2013-2023, donc 10 ans, nous avons le temps de naître, de commencer à grandir. Maintenant, nous entrons peut-être dans la phase de l'adolescence. Donc souvent, on le sait, la phase de l'adolescence constitue une phase assez critique, où ça permet de confirmer les bonnes prédispositions qui ont été entrevues durant la phase de l'enfance, ou bien vraiment de sortir de ces bonnes dispositions et d'entrer dans quelque chose peut-être qui est moins souhaitable. Donc effectivement, 10 ans, c'est pour nous l'opportunité aussi de féliciter tous les hommes plutôt et toutes les femmes qui ont pu contribuer durant tout ce processus, depuis l'adhésion à aujourd'hui, à placer notre pays sur cette rampe-là qui nous vaut aujourd'hui les notations qui nous ont été octroyées. Donc ces 10 ans, ce sont des sommes d'efforts, de sacrifices et d'engagement patriotique qui nous ont valu que aujourd'hui notre système de gouvernance se trouve davantage renforcé par le respect de ces normes et de ces exigences ITIE. Donc pour vous dire qu'au niveau du ministère, comme le représentant de l'ITIE l'a si bien dit, la société civile, ces recommandations, ces normes doivent nécessairement se traduire par des réformes. Parce que souvent nous sommes passés à des administrations que je dirais assez cloisonnées, où la confidentialité constituait parmi vraiment les paramètres de gouvernance. Et aujourd'hui, on doit entrer dans une nouvelle ère de transparence, d'ouverture, et qui doit se traduire, comme on l'a dit, par des publications beaucoup plus systématiques. Et comme vous l'avez dit, dans le cadre de la réforme du Code minier de 2016, nous avons eu déjà à intégrer un certain nombre d'exigences, particulièrement l'exigence 2.4 qui a permis aujourd'hui de divulguer l'ensemble des contrats miniers. Donc maintenant, ces contrats sont systématiquement envoyés au niveau du secrétariat général du gouvernement pour faire l'objet d'insertion au niveau du journal officiel du Sénégal. Ces contrats aussi sont systématiquement envoyés au niveau de la commission de l'ITIE pour être publiés dans le site de l'ITIE. Et depuis 2 ans, le ministère a pu mettre en jour son site web. Aujourd'hui, à travers le site web du ministère, vous pouvez retrouver l'ensemble des contrats miniers. Donc c'était vraiment un gros défi qu'il fallait relever et sortir de cette phase de confidentialité pour entrer dans une ère beaucoup plus de transparence et de communication. Ce qui est des procédures aussi d'octroi des licences, nous avons pu entamer des réformes assez importantes. Fondamentalement, nous avons mis à jour notre système d'information minier avec le cadastre minier qui est désormais mis en ligne avec un portail. Le cadastre minier permet aujourd'hui d'avoir la situation de l'ensemble des titres miniers. Ça peut permettre aux opérateurs, aux investisseurs, comme aux autres parties prenantes, de pouvoir avoir la situation et même le statut des différents permis. Les permis qui sont en cours de validité, les permis peut-être qui sont plus actifs, les permis, les zones, les périmètres qui sont attribués, comme aussi peut-être les périmètres
qui ne sont pas encore attribués. Et là, ça nous met dans une situation de transparence et qui permet aux différents investisseurs aussi d'avoir beaucoup plus d'informations par rapport à la gouvernance de ces titres et permis. Ça aussi, ça a été une avancée fondamentale qui aujourd'hui nous permet de pouvoir mettre en ligne l'ensemble de ces informations. Et pour dire que c'est un processus qui est en cours et qui devrait nous permettre d'être encore beaucoup plus dans la transformation numérique. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu l'un des panélistes parler de la transformation numérique. Avec les événements survenus avec le Covid-19, aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de nous mettre dans la transformation numérique. Et c'est cette transformation qui pourrait permettre au secteur minier d'être beaucoup plus résilient. Et aujourd'hui, si le système d'information continue d'être alimenté et d'être mis à jour, ça pourrait nous permettre que les dépôts des demandes et autres puissent se faire en ligne et que même mieux, au bout de la chaîne, le paiement des redevances minières pourrait faire l'objet de paiements en ligne. Et c'est des informations qui permettront que les données puissent être disponibles de façon instantanée. Et ça donnera encore beaucoup plus de transparence sur toute la chaîne de la gouvernance des titres miniers, depuis le dépôt jusqu'au paiement des redevances. Et ça aussi, c'est un défi que le ministère est en train de relever avec l'ensemble de ses partenaires et qui devrait pouvoir nous permettre d'être encore beaucoup plus performants. Et c'est pour vous dire que la révision prochaine du code minier devrait nous permettre d'être encore beaucoup plus exigeants sur les normes qui sont encore déclinées, surtout les nouvelles normes, et nous permettre d'ouvrir des perspectives encore de transparence beaucoup plus intéressantes pour le secteur. En tout cas, c'est les grandes réalisations que le ministère, pour le moment, a mis en exergue pour permettre d'être aux normes par rapport à ces exigences ITIE. Merci beaucoup SG. Merci encore pour votre engagement et surtout la qualité de la collaboration avec le Comité national ITIE. Nous aurons l'occasion de revenir à vous pour parler un peu des priorités sur lesquelles vous voulez vous engager encore avec l'ITIE. Alors, je vais peut-être demander à nos prochains intervenants d'aller un peu plus vite. Malheureusement, on a un temps qui nous est compté. La Chambre des mines. Alors, nous avons 2 représentants de la Chambre des mines, ce qui pour moi est assez évocateur d'ailleurs, hein, de la qualité de l'engagement du secteur privé justement avec l'ITIE. Monsieur Hamidou, est-ce que vous pourriez nous parler de votre vécu? Comment est-ce qu'au niveau des compagnies minières, vous avez vécu le processus ITIE? Quels ont été les enjeux pour vous et quelles sont les leçons que vous pouvez partager? Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, saluer toute l'assistance et surtout m'associer à mes collègues pour remercier l'ensemble du Comité national ITIE Sénégal pour le travail remarquable qu'il est en train d'abattre. Dans le cadre de la Chambre des mines, il faut dire que toutes les entreprises qui composent cette Chambre accordent une importance capitale à la transparence et à la redevabilité de leurs actions qu'elles mènent tous les jours. Et ils consacrent énormément de moyens financiers et humains afin d'arriver à leurs objectifs. Et depuis la création du Comité national ITIE Sénégal et l'adhésion de la Chambre des mines à ce comité, la Chambre des mines quand même a permis au comité d'avoir toutes les informations nécessaires, notamment sur les recettes que procure le secteur extractif en général et minier en particulier.
Et également, en partageant ces informations, la Chambre des mines a permis également au comité de produire les rapports à temps. Par exemple, depuis la création du comité, on s'est rendu compte que le comité, grâce au partage de ces informations à travers les déclarations que font les compagnies minières, le comité arrive toujours à produire le rapport N-1 durant l'année N. Et d'ailleurs, à cause du partage de ces informations actuellement, je pense que le comité même est arrivé à produire des rapports semestriels. Ça, je pense que c'est une importante chose. Et ensuite, je pense qu'à travers le rapportage des données partagées par les compagnies minières que fait le comité national, ça permet également à l'ensemble des parties prenantes, notamment les communautés hôtes, d'avoir la bonne information et surtout de connaître les opportunités que donne le secteur minier, et ça leur permet d'ouvrir des perspectives, notamment à travers le contenu local. À ce jour, je pense que le comité national a produit 8 rapports et ils sont à leur 9e rapport. Donc ça a permis également aux communautés hôtes d'être beaucoup plus inclines à discuter avec les compagnies minières, à dialoguer et parfois même à nous demander en tant que compagnie minière de leur rendre compte. Donc je pense aussi que ça c'est très important et c'est quelque chose qu'il faudrait souligner. Je pense que sur la base des données déclarées par les entités publiques, après des travaux de réconciliation, en 2021, le secteur extractif a permis à l'État de récolter 223,15 milliards de francs CFA, dont les 206,04 milliards sont affectés au budget de l'État, contre 167,75 milliards en 2020. Et on a noté également que les revenus, à travers les déclarations que font les compagnies minières, cette année, elles sont en hausse de 40,16 milliards de francs CFA, passant de 162 milliards en 2020 à 203 milliards en 2021. C'est ce qui a permis également, avec l'engagement et l'abnégation du comité, à notre comité national ITIE, d'avoir des évaluations indépendantes qui sont soldées par la mention progrès satisfaisant en 2018 et une note très élevée, comme vient de le dire Boussé Diop, de 93 sur 100 en 2021. Je pense que là, c'est une performance à saluer. Et ensuite, cette performance également témoigne de la dynamique de la collaboration et de l'effectivité de la participation de toutes les parties prenantes, dont effectivement la Chambre des mines à travers les différentes compagnies. Et sur la base, je voudrais rappeler également que les compagnies minières, sur la base de cet engagement et sur la base de ces engagements par rapport à la transparence et la responsabilité, la plupart des compagnies minières publient des rapports de durabilité où toutes ces questions sont traitées en général. Et j'invite le public à essayer de faire davantage connaissance de ces rapports de durabilité que font annuellement les compagnies minières. Je pense que là, toutes les informations, que ce soit au point de vue social, au point de vue environnemental et au point de vue d'avance, sont contenues dans ces rapports de durabilité. En attendant, monsieur le coordinateur, Merci beaucoup, Amidou, pour ce beau partage. J'ai envie de demander un complément d'information à M. Aziz Sy, qui, au moment de l'adhésion du Sénégal à l'ITIE, était le président de la Chambre des mines, qui a fait peser, qui a exercé son leadership véritablement pour accompagner le processus de mise en place de l'ITIE, parce que la phase de mise en place a été extrêmement difficile. Alors, est-ce que, Aziz, vous pourriez nous partager vos réflexions maintenant que vous avez du recul par rapport à ce processus
Et aujourd'hui que vous avez vu tout le travail qui a été réalisé par l'ITIE après 10 ans de mise en œuvre, quelle réflexion est-ce que ça vous inspire? Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, effectivement, mon collègue Hamidou Sow, le représentant de la Chambre des mines, a campé un peu le débat et rappelé un peu notre part du jeu pour nous donc permettre d'arriver au résultat que nous apprécions tous après 10 années d'exercice de l'ITIE. Donc je vais peut-être contextualiser mon intervention sur ce que SGO a fait, parce que je représente ici SGO, et aussi effectivement, je pourrais parler un peu au bilan de l'apport de la Chambre des mines au début, en tout cas de notre implication dans cette aventure qui a été très heureuse. Bon, il y a eu beaucoup de chemins parcourus entre 2013 et maintenant, bien qu'aujourd'hui on peut être fier de ce qu'on a obtenu, mais le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a fallu des sacrifices, des efforts communs de toutes les parties prenantes dans leur diversité pour pouvoir donc nous amener de pays candidats en 2013 jusqu'à pays conformes avec aussi les différentes versions de la norme ITIE. Il y avait une version en 2016, une nouvelle version en 2019 et probablement, je pense que lors de ce forum, il y aura une nouvelle version en 2023. S'adapter donc à toutes ces mutations. Et heureusement, on a un leadership très fort au niveau du comité national. Bon, c'est aussi parti d'une volonté politique au plus haut sommet. Les présidents des comités nationaux sont élus directement par du comité national, effectivement, reportent directement à la présidence de la République. Ça aussi, c'est très important, qui permet donc de mobiliser non seulement le secteur privé, la société civile, mais aussi l'administration. Tout le monde sait que aussi l'administration, c'est une machine très rigide pour la faire bouger. Donc c'était très important que l'impulsion commence au niveau du sommet. Bon, pour notre part, au niveau du secteur privé, donc les acteurs du secteur privé, la plupart de nous, on adhère à la Chambre des mines, qui est notre organisation faîtière, mais aussi la plupart des entreprises sont des entreprises cotées en bourse, donc qui ont ces obligations vis-à-vis de la bourse de transparence et de redevabilité. Bon, mon collègue Hamidou a déjà parlé des rapports annuels. Au-delà donc de ces exigences maintenant qui est une norme à laquelle nous adhérons, à l'ITIE, de faire remplir ces formulaires, faire ces déclarations, mais aussi on publie nos propres rapports et on est même soumis à des standards qui sont équivalents. Par exemple, nous, une société cotée au Canada, nous avons ce qu'on appelle le ITSMA. C'est la loi canadienne sur la transparence dans le secteur extractif. On est obligé de publier, qui est un peu similaire. Donc ça nous facilite aussi en interne, parce qu'on a déjà agrégé au niveau de notre comptabilité ces informations. Et donc, même si c'est un doublon, en fait, ça n'a pas de prix d'être transparent. Et puis aujourd'hui, au début, nous, au démarrage, avant l'ITIE, personne ne croyait à ce qu'on disait. Moi, chaque année, on faisait la publication de rapport, j'ai invité les journalistes. Donc, je donnais nos chiffres pour expliquer que ces chiffres sont vérifiés par des commissaires aux comptes. On a contribué tant, voilà notre chiffre d'affaires, voilà notre production, voilà ce qu'on fait pour les communautés. Mais aujourd'hui, ce que l'ITIE a apporté, c'est que la société civile elle-même, qui est très critique, c'est la société civile qui défend les entreprises minières. Parce que la société civile a accès à ces informations qui sont fiables, vérifiables, contradictoires et puis réconciliées. Parce que les chiffres qu'on communique, l'administration communique de manière contradictoire. Nous avons payé ceci, l'administration fait des déclarations pour dire effectivement j'ai reçu tant de cette entreprise, et un administrateur indépendant, commissaire au compte indépendant de l'ITIE vient vérifier et donc faire des rapprochements, soulever les écarts s'il y a lieu. Heureusement d'ailleurs, depuis longtemps, ces écarts sont moins importants, et ce qui a d'ailleurs permis donc, au Sénégal d'aboutir à ces résultats satisfaisants qui ont été appréciés. Donc, rappelez quand même qu'au début, comme j'ai dit, ça n'a pas été toujours un fleuve tranquille. C'est vrai, Hamidou a dit on publie les rapports à l'année N-1 à l'année N, mais ce n'était pas comme ça au début. Les rapports de 2013 ont été publiés en 2015. Les rapports de 2015-2016 ont été publiés en 2017. C'est vraiment en 2018 qu'on a commencé à publier régulièrement les rapports. Et aujourd'hui,
comme Abdelaziz Diop l'a dit, on publie même des déclarations semestrielles, non sans quelques difficultés parce que c'est des résultats provisoires. En tout cas, voilà un peu ce qui a été fait, c'est des efforts combinés, et donc nous continuerons. La difficulté aussi, c'est une chose est de pouvoir gravir les marches et arriver au sommet, une autre chose aussi, c'est de pouvoir y demeurer. Donc là aussi, c'est un peu la difficulté qu'il faut maintenant essayer de maintenir le momentum, de rester au sommet. Et je sais qu'on a les ressorts au niveau du comité national, avec l'implication de toutes les parties prenantes, pour pouvoir donc atteindre ces objectifs. Merci beaucoup, Aziz, que je félicite encore et à qui je rends hommage pour son leadership. Je rappelle en fait que, pour ceux qui ne le savent pas, toutes les compagnies minières qui opèrent dans le secteur minier ne sont pas membres de la Chambre des mines, mais la Chambre des mines abrite en son sein des acteurs importants qui nous a permis de créer un effet levier. Alors, sans tarder, je voudrais inviter peut-être justement M. John, directeur de cabinet du ministère du Pétrole et des Énergies. On le sait, le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz au large de ses côtes. Et depuis l'avènement de ces découvertes qui sont commerciales, il y a eu véritablement toute une série de mesures, tant sur le plan institutionnel que réglementaire, de très 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 bonnes initiatives qui ont été mises en place par l'État du Sénégal. La question, c'est quel rôle est-ce que l'ITIE a pu contribuer, jouer dans ce processus, et de quelle manière est-ce que l'intrant qui est apporté par l'ITIE a-t-il aidé à améliorer ou affiner la qualité du travail que vous avez fait? Merci beaucoup. Je disais que permettez-moi déjà donc de remercier au nom de Mme Aïssatou Sophie Gladima, le ministre d'État Awa Marie Coll Seck et l'ensemble de ses prédécesseurs, l'ensemble des membres du comité ITIE et l'ensemble des parties prenantes qui ont aujourd'hui hissé le Sénégal comme modèle de transparence pour les secteurs extractifs. Nous, en tant que ministère en charge donc du pétrole et du gaz, nous en savons quelque chose parce que nous sommes félicités dans les conférences internationales auxquelles nous assistons. Et ça, c'est grâce à leur travail. Aujourd'hui, nous nous engageons en tout cas à continuer à leur côté, à faire de sorte que toutes les recommandations issues des rapports, que ce soit de l'ITIE, que ce soit en tout cas de l'ensemble des parties prenantes, que toutes ces recommandations donc soient respectées, que le Sénégal puisse rester haut, donc rester au niveau où ils l'ont placé. Aujourd'hui, on l'a dit, les contrats pétroliers sont publiés, avec aujourd'hui également le code gazier est publié, est sorti. Les compagnies sont invitées à remplir les obligations de déclaration de bénéficiaires effectifs. Le comité national de suivi du contenu local est effectif également. Donc, tout ce qu'il y a à faire pour que, en tout cas, les recommandations, les normes, ce qui doit être respecté le soit, est entrepris au niveau du ministère et nous nous engageons en tout cas à faire de sorte que les objectifs soient atteints. Effectivement, du pétrole et du gaz a été découvert. C'est un atout majeur de pouvoir informer tous les Sénégalais de ce qu'on attend de ce pétrole et de ce gaz et également informer sur ce que ça va changer donc pour le Sénégal. Nous faisons des CRD au niveau des régions pour rencontrer en tout cas les populations, les bases, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de discuter entre acteurs, mais il faut aller à la base, informer les gens, leur dire effectivement ce qu'on attend d'eux, parce que, et surtout leur dire la vérité, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui se disent, tout le monde devient expert en pétrole et en gaz, et les informations que ces gens véhiculent ne sont pas les bonnes. Donc, en tout cas, un rôle important que nous assumons, c'est le rôle de partage d'informations pour que les gens sachent exactement ce qui est
attendu de ce pétrole et de ce gaz. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet. Je voudrais me réjouir, en tout cas, de l'engagement de votre ministère aux côtés de l'ITIE. Déjà, nous avons le panel qui suit après, où nous avons le Petrosen qui est représenté. Petrosen qui a été un bon partenaire de l'ITIE. Malgré toutes les difficultés, on a eu... Il y a tout un processus qui a été mis en place et véritablement un engagement de qualité dont il faut se féliciter et qui s'est poursuivi au fil des années. Alors, nous sommes un peu rattrapés par le temps. Nous n'aurons pas l'occasion de parler peut-être de la question énergétique. Je voudrais peut-être donner une chance à la salle de nous poser 2 ou 3 questions. Mais au préalable, je voudrais inviter M. Abdoul Aziz Diop, ancien parlementaire, parce que, comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE, nous avons eu un réseau, le RGM, le réseau des parlementaires sur la gouvernance des ressources minérales, qui a été un très très bon partenaire de l'ITIE pour montrer véritablement qu'il y a eu tout un écosystème institutionnel qui a été mis en place et qui a permis véritablement d'avoir une bonne dynamique d'appropriation. Je me permettrai un petit commentaire avant de remercier nos brillants panélistes sur la question de Petrotim. Je dirais simplement que c'est des questions qui n'ont pas été évitées par l'ITIE. Ça a été traité dans les rapports ITIE. L'ITIE a fourni un certain nombre d'informations sur ces cas-là et a procédé également, comme cela est prévu dans la norme, à la certification d'un certain nombre d'informations qui avaient été fournies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire en fait qu'en termes de perspective, qu'est-ce qui a été fait après? La semaine dernière, j'étais dans un panel avec quelqu'un de Petrosen et dans les discussions, justement, cette question était revenue. Et il a donné une réponse que nous avions donnée en son temps au niveau de l'ITIE pour dire en fait qu'un des grands défis du Sénégal, de l'ancien code du Sénégal, c'était sa réglementation. Donc, il y avait véritablement des failles au niveau de la réglementation, lesquelles failles ont été corrigées justement dans le nouveau dispositif, dans le code pétrolier qui a été adopté en 2019. Je pense que c'est une question assez délicate. Vous pourriez échanger avec l'équipe du secrétariat de l'ITIE pour avoir plus d'informations, parce que malheureusement, le temps ne nous permet pas de l'aborder en profondeur ici. Mais sachez qu'il y a véritablement un travail qui a été fait dans ce sens-là et que pour nous, en tout cas pour moi, la transparence, c'est un idéal. On s'en approche, au fur et à mesure qu'on s'en approche, on a le sentiment qu'elle est repoussée tous les jours. Vous le voyez clairement avec la nouvelle norme qui érige de nouvelles exigences. Et comme cela, on se rend compte en fait que plus on est performant, plus on rajoute. Si le système n'avait pas été véritablement performant, peut-être que le secrétariat international n'aurait pas eu l'idée d'en rajouter encore au niveau des exigences. Sur ces mots, je voudrais remercier et le président, ou le comité national de l'ITIE, à commencer par Madame la Présidente, Awa-Marie Kolsek, mais remercier également l'ITIE international, la coalition Publiez ce que vous payez avec son président ici représenté, M. Pape Farah Diallo, et tous les panélistes qui ont accepté de partager leurs réflexions avec nous. Je pense que nous avons fait 48 minutes. On s'excuse des 3 minutes de retard.